Dernier volet ce matin d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux réformes religieuses. Aujourd'hui, un débat sur les réformes du judaïsme médiéval. Après vous avoir parlé de Vatican II, c'était mardi dans le documentaire, et hier des réformes de l'islam au XVIIIe et XIXe siècle. Ce sont deux émissions que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Nous allons terminer notre semaine aujourd'hui en nous demandant, avec Victor Massel-D'Épinay, si on peut parler de réformes dans le judaïsme médiéval. Nous parlerons bien sûr de Maïmonide, mais aussi de Rachid, de Judas Halevi, de juifs dans l'Europe rhénane et de ceux qui vivaient en Andalousie ou en Languedoc, et des différentes approches des textes sacrés dans les sociétés de cette époque marquées par les croisades et les conflits entre religions monothéistes. Nous le ferons en compagnie de Géraldine Roux, elle est directrice de l'Institut universitaire européen Rachi à Troyes. Elle a co-dirigé récemment avec Myriam Septi et Daniel Cohen-Lévinas Mystique et philosophie dans les trois monothéismes qui vient de paraître chez Hermann, et elle prépare un Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse à paraître fin 2016 au Seuil. Pierre Bourretz est également avec nous, il est philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il est auteur de Lumière du Moyen-Âge, Maïmonide philosophe, qui vient tout juste de paraître en collection NRF Essai chez Gallimard. Et également, nous avons avec nous Maurice Kriegel, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il est spécialiste du judaïsme médiéval et plus particulièrement du judaïsme ibérique. Il a participé à un collectif dirigé par Paul Salmonin et Juliette Sibon sur Saint-Louis et les Juifs aux éditions du Patrimoine, politique et idéologie sous le règne de Louis IX. Ça vient également tout juste de paraître. Bonjour Victor Massel-D'Épinay. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Bonjour Pierre Bourretz. Bonjour Géraldine Roux. Bonjour. Et bonjour à vous Maurice Kriegel. Merci beaucoup d'être avec nous. La première question que je voulais poser, c'est d'abord de valider ou non le titre que nous avons donné à cette série sur les réformes religieuses, à savoir, y a-t-il ou non une réforme du judaïsme médiéval, et quelle forme prendrait-elle cette réforme si elle existe, donc mettons au siècle classique, 11e, 12e, 13e du Moyen-Âge? Qui veut répondre? Maurice Kriegel pour commencer. Des courants très divers sont apparus dans le monde juif médiéval. Certains s'inscrivent plutôt dans une volonté de continuité à l'égard de ce qu'est l'héritage biblico-talmudique. D'autres, tout en bien entendu avalisant cet héritage, ont tout de même plutôt une ambition de proposer éventuellement un tournant ou une transformation, parfois même sur un mode très profond. Et je pense qu'autour de Maïmonide, on y reviendra. Géraldine Roux, cette question de l'écart à la tradition est une question que se posent les penseurs du judaïsme médiéval? Il me semble qu'en tout cas, la question est posée très très clairement par Maïmonide. Pour d'autres penseurs également, comme Yehuda Halevi, qui lui va être une défense de la tradition, mais depuis peut-être une possibilité de réforme. Et il me semble, ça je demanderai aussi à mes collègues, si toute la question n'est pas celle de la réforme de la langue, c'est-à-dire de l'hébreu. Et depuis en fait la défense et la réforme de l'hébreu, de nouvelles formes de pensée vont naître avec des grands centres en Andalousie, en Italie, et en Allemagne. Pierre Bourretz, sur cette même question de la réforme pendant ce judaïsme, cette période du Moyen-Âge? Oui, alors pour moi, enfin en tout cas pour mon auteur, pour Maïmonide, il y a bien un projet de réforme. J'insiste, il faut insister. Penser. Un projet pensé, conscient. Un projet pensé, un projet construit, un projet réalisé pour partie, en particulier dans son code, dans son Mishneh Torah, qui est une réforme, non pas de la loi, mais de la jurisprudence autour de la loi. C'est une codification, c'est un peu comme si un juriste anglo-saxon disait, au fond, tout ce droit jurisprudentiel accumulé, c'est devenu inutilisable, je vais vous faire un code. Donc il y a bien une idée de réforme d'un ouvrage qui est un ouvrage essentiellement de droit et un ouvrage de gouvernement politique. Bon. Et puis, il a un projet de réforme des opinions. Mais là, c'est un projet projeté par un philosophe qui est un dirigeant communautaire et qui a l'idée de
faire bouger, de transformer. Maurice Kriégel disait de faire prendre un tournant. On pourrait dire aussi de faire franchir un seuil dans le degré de compréhension des choses difficiles, c'est-à-dire des choses complexes de la loi, pour un certain nombre de catégories de son peuple à son époque. Alors peut-être puisque nous sommes dans une émission d'histoire, faut-il placer 2 ou 3 bornes qui vont nous permettre de réfléchir, Maurice Kriégel, sur cette question donc que nous abordons aujourd'hui, des réformes du judaïsme médiéval, et peut-être aussi des bornes géographiques pour pouvoir mieux expliquer qu'il y a peut-être plusieurs espaces, ça vient d'être évoqué, des espaces différents qui sont soit l'espace andalou, soit l'espace rhénan, d'autres espaces dans lesquels on réfléchit et peut-être de façon différente à cette question de la tradition et de ses évolutions. Oui, vous venez de nommer les 2 principaux espaces. L'un est l'espace qu'on peut appeler l'espace ashkénaze, mais l'espace ashkénaze, c'est... Ça s'appelle déjà l'espace ashkénaze ou c'est un nom colon? Non, le terme est tout à fait employé très fréquemment à l'époque, n'est-ce pas? Ashkénaze désigne le plus souvent dans les textes médiévaux les pays germaniques, mais aussi la France de l'Est. Bon, et en fait, la culture ashkénaze typique du judaïsme médiéval, c'est celle qui est celle de la France du Nord et de l'Allemagne rhénane et de la région rhénane. Une France du Nord qui va de la Normandie à la Champagne et qui a un type de culture juive très spécifique. Et face à cet espace, on a un autre espace qui vient effectivement, dont le centre au départ est à l'Andalous, c'est l'Espagne musulmane. Et cette culture, c'est celle de l'ensemble des pays méditerranéens, de l'ensemble des pays musulmans, des pays islams. Et c'est une culture qui va diffuser aussi, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, je pense, vers le sud de la France, puisque beaucoup de réfugiés des persécutions qui ont eu lieu au XIIe siècle dans l'Espagne almohade sont passés dans la France du Sud, ont importé, si l'on peut dire, cette culture particulière du judaïsme des pays méditerranéens, très très différente, et si bien que c'est la France du Nord et la France du Sud qui sont les 2 représentants probablement les plus typiques de 2 modèles culturels. Et justement, ils s'affrontent de quelle manière? Ou en tout cas, si on veut synthétiser avant de commencer vraiment la discussion avec vous, Maurice Kriégel et nos autres invités, si on veut synthétiser les lignes de force, ils s'opposent de quelle manière ces 2 modèles, d'une certaine façon, de France du Nord et France du Sud, autour de cette question de la tradition en particulier? Eh bien, dans le monde de l'Europe du Nord, donc de cette France du Nord, avec aussi son aile anglaise d'ailleurs, au XIIe, XIIIe siècle, et puis de la région rhénane, le monde juif, l'univers juif se concentre sur l'étude talmudique, et même l'étude biblique est subordonnée à l'étude talmudique. Et on assiste au XIIe siècle en particulier à une extraordinaire efflorescence de l'étude talmudique. C'est dans la France du Nord que sont actifs des disciples de Rachi, du grand personnage qui est le commentateur à la fois du corpus biblique et des écrits talmudiques, et qui meurt au début du XIIe siècle, mais dans son sillage, donc toute une série d'auteurs commentent le Talmud, on les appelle les auteurs d'addition, les tosafistes, dont le texte aujourd'hui est intégré à l'étude du Talmud, puisque sur chaque page de Talmud, on a le texte talmudique, le commentaire en haut à gauche de Rachi, et en haut à droite, le texte des tosafistes, qui sont donc étudiés par chacun. Alors ça, c'est un modèle autour d'une étude talmudique qui concentre toutes les énergies. Et puis il y a un modèle culturel qui est celui des Juifs des pays méditerranéens et qui, lui, est organisé autour de l'idée de rencontre, d'imbrication, en tout cas de non-contradiction, entre une culture biblico-talmudique, entre ce qui relève de la parole révélée et l'universel, et une culture générale qui passe par la philosophie, la poésie, les belles lettres.
Victor Massé-Lépinay. Oui, il y a peut-être aussi une troisième voie dans cette Europe du Sud et dans cette Afrique du Nord qui est peut-être qu'il faut peut-être évoquer maintenant, puisque vous avez tous les trois évoqué Maïmonide, qui a été en Égypte dirigeant de la communauté juive. L'Égypte, à ce moment-là, était marquée par le karaïsme. Et le karaïsme, c'est peut-être encore dans ce rapport entre la Bible et le Talmud, une troisième voie, donc, puisque c'est, on pourrait dire, une conception très scripturaire, uniquement biblique presque, du judaïsme, avec le Talmud complètement écarté. Géraldine Roux. Il me semble que ce qui est intéressant dans le karaïsme, c'est que le karaïsme, en fait, est un courant qui se serait, alors on ne sait pas trop, mais il se serait peut-être appuyé sur des sources musulmanes dans la manière d'interpréter le Coran. Et ce qui est très intéressant, c'est que le karaïsme réfute le caractère révélé de la loi orale. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la loi orale dans l'interprétation du texte thoraïque. Donc quelque part, en fait, ce qui a été un gros problème, et ça a été vraiment mis en évidence par Maïmonide, puisqu'il a été confronté au problème du karaïsme en Égypte, c'est que la Torah est amputée de toute sa partie commentaire. Donc comment interpréter la Torah dans ce cas-là? De manière peut-être littérale. Et c'est contre ce littéralisme qu'il conçoit comme une violence extrême au texte, qu'il va aussi entamer sa réforme de la tradition juive, non pas parce qu'il pense que la tradition serait obsolète ou inutile, mais parce que face au problème du karaïsme qui ne fait que séparer et amputer, il va falloir rassembler en fait et unifier. Et sa manière d'unifier, c'est en réinterprétant depuis l'allégorie. On le voit quand même, Maurice Kriegel, il y a des débats en tous les cas, il y a des discussions. Je sais si ces communautés se parlent parce qu'elles sont éloignées géographiquement, oui, mais il y a quand même aussi... Elles se connaissent, et puis il y a des voyageurs. On sait très bien que ce Moyen-Âge est un Moyen-Âge de voyage, et pas simplement pour aller faire la croisade ou en revenir, mais qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui circulent dans cette Europe, entre Europe du Nord et Europe du Sud, et donc il doit y avoir des débats. Est-ce qu'on a les traces de ces débats? Chacun de ces univers est lui-même multiple. Dans l'Europe du Nord, le mouvement le plus central, c'est l'étude talmudique avec une insistance sur un certain intellectualisme, sur une étude des problèmes de droit extrêmement difficiles, avec le privilège donné à une réflexion intellectuelle très poussée. Mais on a aussi des courants mystiques, comme par exemple ceux de ce qu'on appelle le piétisme rhénan, n'est-ce pas, le Hassidim du Moyen-Âge, qui sont apparus dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui sont actifs au début du XIIIe, et qu'on a parfois comparé, dont on a fait une sorte de franciscanisme juif, parce qu'ils mettent l'accent sur la sincérité du sentiment religieux aux dépens du savoir, parce qu'ils sont proches, parce qu'un courant comme celui-là se sent proche des masses populaires, exprime leurs aspirations. Et le principal personnage dans ce courant, Judas Sid, a été parfois considéré comme une sorte de François d'Assise du judaïsme. Géraldine Roux. Pour rebondir sur ce que vient de dire Maurice Kriegel, ce qui est assez frappant aussi à cette époque, ça a été que d'un côté, en fait, une forme de littéralisme vu comme une violence extrême. C'est par exemple le littéralisme des Almohades, par exemple, en Andalousie. Alors il faut préciser effectivement que cette dynastie almohade a des conséquences, l'arrivée de cette dynastie almohade et de la disparition de la dynastie précédente, les Almoravides, parce qu'effectivement il y a à un moment une sorte de coupure, de brisure, dit-on, dans cet espace de l'Al-Andalus par le radicalisme, pourrait-on dire, de cette nouvelle dynastie. Un radicalisme en fait qui là en fait est musulman, mais est-ce qu'en fait il n'y aurait pas une sorte d'écho en fait au niveau des Karaïtes, dans une sorte de littéralisme juif? Et pour rebondir sur ce que vient de dire Maurice Kriegel, c'est qu'il y a en fait comme une sorte de source souterraine mystique. Par exemple, en Rhénanie, au niveau de la mystique chrétienne,
peut-être qui pourrait converger avec la naissance d'une mystique juive. Et ce qui est intéressant, c'est en Égypte, il y a une mystique, en fait, le courant soufi en Égypte. C'est le fils de Maïmonide. Qui va inspirer toute une dynastie maïmonidienne. Maurice Kriegel, on voit bien confrontation, on l'a dit. Ce sont des moments aussi de guerre religieuse intense, tout de même dans tout l'espace méditerranéen en particulier. Porosité aussi. Vous aviez débattu, discuté de la thèse d'Israël Yuval, par exemple, autour de la question de deux peuples en son sein, de ce mélange, pourrait-on dire, des communautés juives et chrétiennes dans un même espace régnant, justement, et peut-être même des traditions qui se seraient inventées ou réinventées collectivement, pourrait-on dire. Et ça, c'est très intéressant que de réfléchir à ces questions-là, à la fois du fracas des religions entre elles, et de l'autre côté, des possibles accommodements, porosités, emprunts des uns aux autres dans cet espace en particulier, Maurice Kriegel. Dans chacun des deux espaces, il y a une très grande proximité à ce qui se passe dans l'environnement. La pensée juive dans les pays méditerranéens, et au-delà d'ailleurs du cadre méditerranéen, dans les pays d'islam en général, est très fortement indexée sur les développements de la pensée islamique du moment. On peut constater une sorte de pointer, vous voulez dire, on peut pointer un échelonnement. Au Xe siècle apparaît avec Saadia Gaon une théologie juive en pointillé, qui est un peu l'équivalent du kalam, c'est-à-dire de la théologie musulmane des débuts. Ensuite, au XIe siècle apparaît un néoplatonisme qui est dans le monde juif, qui est lui-même dans le prolongement de ce qu'on trouve à l'époque dans les milieux entre soufisme, néoplatonisme, etc. Et puis vient ensuite la vague aristotélicienne dont parlera Pierre, et qui, elle aussi, est en corrélation avec ce qui se passe dans l'environnement. Pierre Bourrette. Oui. Alors, moi, ma difficulté de me glisser dans la discussion entre les historiens qui éclairent magnifiquement le contexte et l'endroit où agit mon Maïmonide, que je vois comme philosophe, mais en un sens très précis, en un sens du philosophe platonicien, qui ne crée pas un système, qui ne transforme pas d'ailleurs le système de la philosophie de son temps. Son système philosophique, c'est l'aristotélisme de son temps, qui est l'aristotélisme ancien, transmis dans des difficultés linguistiques très grandes, transmis par des traductions en syriaque, puis en arabe. Tout ça, c'est limité dans la sphère du Sud, parce que à ce moment-là, la philosophie n'est pas encore, les textes philosophiques ne sont en gros pas encore traduits en hébreu. Ça commencera une génération avant Maïmonide. Mais donc tout ça, ça se passe dans la sphère du Sud. Et alors, Maïmonide est confronté, alors par rapport à ce que disait Géraldine Roux, à ce littéralisme. Son premier grand livre, qui est un livre énorme, c'est un commentaire de la Mishnah, et la thèse de Maïmonide, c'est justement de dépasser ou de critiquer ce littéralisme pour essayer de creuser derrière ce qu'il appelle le sens externe de la Torah, son sens interne. Et c'est là qu'on commence à toucher un peu à la philosophie, parce que justement, sa thèse, ça va être que le sens interne de la Torah, c'est ce qui est compatible avec la philosophie dans un contexte où, on le disait aussi tout à l'heure, où la spécificité de ce monde qui est celui de Maïmonide, translaté de Al-Andalus en Égypte, c'est la rencontre avec ce que Maurice croit appeler l'universel, c'est-à-dire avec la philosophie, qui est encore une science considérée comme étrangère, qui est considérée comme étant encore en tension, voire en contradiction avec la loi. Et le guide des perplexes, c'est justement ce livre qui va essayer de comprendre et de surmonter cette perplexité de ceux qui pensent qu'il y a une contradiction entre la philosophie et la loi plutôt que la religion, la loi. On va y revenir dans un instant, mais on écoute Shalfout Sarim, un poème liturgique du XIIIe siècle par l'ensemble à la Francesca, sur un air de Monio de Paris. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. כוננו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים עפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חטצם לליבם תפלחנה. ומה בנות חלקו פיהם, ריבה בתוך תוך רביהם, ארצי למה עליהם
לים הומים, ופרסו עליי משתחררים, ובזו גילי בני קורבים, ואימין חדרם תרבצה, סירני סיני כמו ערבים, כסו גילי בני קרבים, והוא לילי ונלחמים, יליד עליהם חסדה. Shalfut Sarim, un poème liturgique du XIIIe siècle par l'ensemble Alla Francesca. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Pierre Bouretz, on a évoqué le contexte dans lequel Maïmonide était né et avait vécu. Vous venez de dire quelques mots de ce qu'il allait élaborer comme pensée avec l'aristotélisme. Peut-être est-ce qu'il faut nous dire un peu qui était Maïmonide pour comprendre comment il s'est débrouillé avec ce contexte pour élaborer cette pensée. C'est un savant, c'est un philosophe, c'est un médecin, il a beaucoup voyagé. Et avec peut-être cette question que je voudrais... Vous avez évoqué son livre, la Mishneh Torah, qui est écrit en hébreu. L'autre grand livre de Maïmonide, c'est le Guide des perplexes, qui lui est écrit en arabe. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'un est écrit en hébreu et l'autre en arabe, ce que ça signifie? Et en quelques mots, qui était Maïmonide, à qui est-ce qu'il s'adressait? Alors, Maïmonide, on a dit son itinéraire et on a dit ce qu'il a transporté dans ses bagages. Et on a dit ce qu'il a rencontré quand il est arrivé à l'endroit où il a passé l'essentiel de sa vie. En Égypte. Où il a été, en Égypte. Où il a été dirigeant communautaire, il a été médecin et où il a été celui qui a écrit en particulier ce Guide des perplexes, qui est un livre... On discute pour savoir sa nature. En gros, elle est très difficile à appréhender. C'est pas un livre de philosophie. Disons que c'est un livre philosophique avec un projet philosophique. Alors, je crois que ces trois activités sont pas tout à fait déconnectées chez lui. L'activité de médecin, un petit peu. Ça, c'est un peu, disons, ce qui lui permettait à la fois de vivre et d'être protégé dans un univers où les et d'être proche des puissants. Voilà, et d'être, disons, un peu dans une cour. Le projet de son Mishneh Torah, c'est le projet d'un dirigeant communautaire, d'un homme de la loi, qui s'adresse... Il dit qu'il est fils de juge rabbinique, voilà. Qui lui-même est fils de juge rabbinique, etc. jusqu'à cette génération. Voilà, exactement. Et qui, comme praticien de la loi dont il ne faut pas oublier, c'est là qu'il faut parler, je pense, plutôt de loi que de religion. La loi, c'est pas essentiellement des dogmes. Il y a des dogmes, c'est évidemment les dogmes, les croyances de cette religion. Mais la loi, en l'occurrence, c'est aussi des règles juridiques, ce sont aussi des règles qui régissent la vie en commun. Il y a du droit qu'on appellerait, nous, du droit civil, du droit criminel. Et donc, c'est un texte qu'il veut mettre entre les mains de ses semblables hommes de la loi, qui sont des dirigeants de leur communauté, pour en quelque sorte leur faciliter la vie. Ça, c'est ce qui fera au fond le succès de ce livre, et c'est aussi ce qu'on lui reprochera en lui disant mais pour qui te prends-tu pour toi rassembler tout ça et dire je vais vous expliquer quels sont les grands principes et je vais vous donner un code. Voilà. Bon. Et puis il a aussi ce projet qui entre d'une autre manière dans un projet de réforme qui est le projet de ce livre, toujours le même auquel on va peut-être arriver, le guide des perplexes. Maurice Kriegel, tout de même cette question de la place de Maïmonide, c'est aussi s'intéresser à l'endroit où il naît. On a dit l'endroit où il développe sa pensée, mais c'est Cordoue tout de même. On sait combien ont été bâtis à la fois de rêves et de légendes autour de cet esprit de Cordoue, etc., et de cette Al-Andalus de ce XIIe siècle dans lequel il naît, bien évidemment. Mais ça n'est évidemment pas rien que de naître là, que de croiser aussi ceux qui, de près ou de loin, sont de la même génération et pas de la même religion, en l'occurrence Maurice Kriegel. Oui. Cordoue compte beaucoup, d'autant plus que Maïmonide lui-même a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il était andalou d'origine, et il en est très très fier. Alors, il a dû quitter l'Andalousie du fait des persécutions des Almohades, persécutions d'ailleurs qui sont une exception dans le monde de l'islam médiéval, mais enfin qui ont donc eu lieu dans le cadre de l'affrontement entre Espagne chrétienne et Espagne musulmane devenue sur la défensive. Et il a passé une période assez longue tout de même
dans l'Afrique du Nord, almohade, dans des conditions qui restent tout de même un peu mystérieuses. A-t-il dû se convertir extérieurement? Oui, on a même dit qu'il Les discussions là-dessus sont parfois assez tendues. Et puis, il s'est finalement rendu, effectivement, en Égypte, en donnant d'ailleurs à chacun le conseil de quitter les régions de persécution et où l'on ne peut pratiquer le judaïsme que de façon maranique pour des pays de liberté. Mais Géraldine Roux, tout de même ce personnage, en l'occurrence, qu'on décrit comme, et c'est le titre même du livre de Pierre Bourès, un homme des Lumières, en l'occurrence des Lumières du Moyen-Âge, c'est un personnage aussi par ailleurs rigoureux, qui quand il se décrit lui-même se dit parfois colérique, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec sa pensée d'une certaine façon, mais aussi rigoureux dans les sphères du savoir et de la connaissance. Il y a des choses qui sont autorisées, et d'autres qui sont, disons, négligeables. La question de l'imagination n'est pas quelque chose qui semble particulièrement aimer. Il préfère la raison. La question de la raison et de l'imagination sont au cœur de sa pensée, de sa classification des savoirs, pourrait-on dire. Vous pouvez en dire un peu plus, Géraldine Roux? En fait, peut-être qu'on pourrait partir justement de ces sentiments de rigueur et de colère. Parce que peut-être que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'il a tellement de rigueur justement par rapport à la loi, mais une rigueur, non pas dans un sens de rigorisme, dans le sens de vraiment se conformer à une loi. Et il constate une tradition qui, justement, en fait, n'est plus en adéquation avec son temps. Et qui provoque quoi? Qui provoque une colère. Une colère de la part des savants de son temps, comme lui-même la ressent dans sa propre vie. Ce serait un intellectuel en guerre contre son temps, enfin, en tout cas, qui ne correspond, pour lequel il sent qu'il n'y a pas d'adéquation. La loi ne correspond pas avec l'adéquation de son temps. En tout cas, la tradition, en fait, l'interprétation traditionnelle de la loi, pas la loi en tant que telle, mais son interprétation traditionnelle n'est plus en accord avec son temps. Et c'est ce qu'on appelle la perplexité des savants à qui il s'adresse. Victor Massel-Lépine. Alors, des intellectuels en colère, il y en a eu à toutes les époques. La question, c'est de savoir... Il en manque peut-être un peu ces temps-ci, mais enfin bon, ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui. La question est peut-être de savoir comment on se fait entendre, puisque la colère n'est pas toujours bonne conseillère ou bonne communicante. Comment est-ce qu'il s'y prend, Maïmonide? Donc, d'abord, à qui est-ce qu'il s'adresse? Vous en parlez, Pierre Bourès, le guide des perplexes. Ça pose une première question. Qui sont ces perplexes? Est-ce que lui-même est le premier des perplexes? Et puis, comment est-ce qu'on fait évoluer la pensée? Parce qu'il s'agit de ça, de réformer finalement une religion, de faire rentrer en adéquation des pratiques et des sources. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, une toute petite remarque pour nos auditeurs qui iraient chercher le guide des perplexes en français et qui ne le trouveraient pas. La traduction française, qui est excellente, faite par le grand savant Salomon Munk, qui a édité le texte dans sa langue en arabe à la fin du 19e, enfin dans le deuxième moitié du 19e siècle. Vous ne trouverez pas guide des perplexes, mais guide des égarés. Achetez le guide des égarés ou prenez dans votre bibliothèque le guide des égarés. Mais sachez que quand même la bonne traduction, c'est guide des perplexes. Parce que guide des égarés, ça laisse entendre à nos oreilles des brebis égarées, des hommes, des femmes qui ont quitté le droit chemin de la religion et qu'il faudrait ramener dans la droite ligne de la religion. En réalité, le bon terme, c'est celui qui est utilisé en anglais, par exemple, qui est le terme de perplexe. Perplexe, dont Maïmonide donne une définition extrêmement précise, 2 fois au début du livre, une première fois en décrivant l'élève à qui il dédie le livre, à qui il veut transmettre ce livre comme ils nous font une série de lettres, comme si ce n'était pas un livre qui pourrait aller rouler partout, être entre toutes les mains, alors qu'il faudrait pas, justement, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas mettre entre toutes les mains ou devant tous les yeux. Donc c'est bien perplexe, et il redécrit cette figure du perplexe comme un collectif dans l'introduction. Donc le perplexe, je crois qu'il n'y a pas de perplexe au féminin à l'époque. Faut pas essayer de trouver de la correction là où il y en a pas pour nous. Le perplexe, c'est quelqu'un qui est parfait dans sa religion, dans ses mœurs, qui connaît parfaitement la loi, en tout cas dans son sens externe, tel qu'on l'enseigne, tel qu'on la travaille, tel que elle est travaillée, par exemple dans cette France du Nord dont on parlait tout à l'heure, dans une très très grande tradition de très grands savants de ce qu'il appelle lui-même la science traditionnelle de la loi. Donc le perplexe, c'est un homme qui
connaît parfaitement cette science, qui est évidemment un homme tout à fait honorable, mais qui a goûté aux fruits de la philosophie, si on peut dire, qui a commencé à étudier les sciences et qui est perplexe, qui a le sentiment que s'il continue dans l'étude des sciences étrangères, c'est-à-dire de la philosophie, il risque de trahir la loi, et s'il s'interdit de continuer à avancer, il va perdre quelque chose de fondamental. Maurice Kriagel. Le terme hébraïque pour le titre du livre de Maïmonide, le guide des perplexes. Donc effectivement, perplexe, et Nevochim pourrait se traduire les gens qui sont dans l'embarras. Oui. Donc effectivement, c'est l'embarras. Et ils sont embarrassés parce que justement, ils ne savent pas comment faire. Il y a deux univers qui leur paraissent difficiles à concilier. Avec une question, la question peut-être centrale dans ces rapports entre philosophie et foi, qui est la question de l'origine du monde, qui est... Voilà, alors ça c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu la spécificité de ce monde du sud de la Méditerranée, c'est que le judaïsme est exposé à aux radiations d'une philosophie, alors qui est arabe en fait, elle est arabe de langue et elle est pas musulmane au fond, elle est arabe, elle est la philosophie qui est passée du grec au syriaque puis en arabe. On écrit la philosophie qu'en arabe, c'est pour ça que j'avais pas répondu à la question tout à l'heure que le guide des perplexes est écrit en arabe parce qu'il n'est pas question pour Maïmonide de l'écrire autrement. Il ne sait même pas au début qu'il y a des lecteurs arabophones dans le sud de la France qui pourront notamment traduire son guide, alors que le Mishneh Torah est écrit dans la langue de la Mishnah pour être lisible dans toute la diaspora, et la Maïmonide anticipe un public qui serait un public extrêmement large. Et donc voilà, ce guide, il s'adresse à ces hommes-là et il leur propose au minimum de les conduire de la perplexité, du sentiment de trouble et d'agitation à une sérénité liée à la conviction que le sens profond, le sens interne justement de la loi et l'enseignement de la philosophie sont compatibles. Le cœur du conflit, de ce que j'appelle un conflit théologico-philosophique qui remonte à la fin de l'Antiquité, qui traverse les trois grandes cultures monothéistes, c'est évidemment la question de l'origine du monde et c'est évidemment la question sur laquelle il faut s'attendre à ce que Maïmonide soit le plus prudent, à ce que le livre soit le plus compliqué, le plus enrobé, parce que c'est justement la question sur laquelle il faut s'exprimer avec la plus grande prudence. Géraldine Roux. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, ces conflits théologiques qui remontent jusqu'à l'Antiquité, en fait, ils sont comme condensés à l'intérieur même du perplexe, du savant perplexe. C'est-à-dire que c'est pas simplement un conflit extérieur, c'est-à-dire théologique entre savants, mais c'est un conflit interne à l'intérieur même, en fait, de ce savant qui est perplexe et embarrassé. Et c'est depuis en fait ce conflit interne qu'un éveil pourrait être possible selon Maïmonide. Pour rebondir sur ce que dit Pierre Pouretz, c'est-à-dire que Maïmonide veut donner l'éveil à l'homme religieux, au savant perplexe, mais ce savant perplexe a déjà été éveillé par sa propre colère, curieusement. Seulement, il faut la surmonter parce que, comme vous disiez, si on en reste à la colère, là, forcément, c'est stérile. Donc, comment rendre cette colère fructueuse ? Maurice Kriagel. Oui, effectivement, la perplexité, d'une certaine manière, est le début de la sagesse, ou en tout cas sa condition, parce que Maïmonide est extrêmement sévère à l'égard des savants traditionnels qui dominent la scène, en particulier en Irak, qui sont très conscients de ce qui leur apparaît comme leur supériorité, et Maïmonide s'exprime à leur égard dans les termes les plus durs. Oui, ça veut dire que c'est un débat. Alors, évidemment, je ne serai pas le premier, puisque Jacques Le Goff l'a déjà fait, d'intellectuels à cette époque-là, Maurice Kriagel. En tout cas, on peut dire que de façon générale, il y a dans les communautés juives des pays méditerranéens une couche à l'intérieur des communautés qui est difficile sociologiquement à décrire, parce qu'elle est essentiellement définie par son ambition, par un type d'approche, et ce sont les intellectuels. Pierre Pouretz. Alors, peut-être juste une petite remarque sur le mot d'intellectuel, justement. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors, il y a un très beau petit livre de Jacques Le Goff qui s'appelle Les intellectuels au Moyen-Âge. 1963. Voilà, 1963. Je l'ai même réouvert un peu hier soir pour revoir un peu les choses. Il faut faire attention. C'est évidemment pas un intellectuel en notre sens d'aujourd'hui. C'est pas un intellectuel organique de sa communauté. C'est pas l'intellectuel organique d'une communauté à l'intérieur de sa communauté. Maïmonide est fondamentalement un homme de la loi.
Un homme qui évidemment la défend, essaie d'en sophistiquer la compréhension, essaie d'en affiner la compréhension, essaye de la décaper d'un certain nombre de choses, en particulier des anthropomorphismes, des représentations corporelles de Dieu. Maïmonide est quelqu'un qui a un projet pour toutes les catégories de son peuple à son époque, qui vont de tous, de tout le monde. Il a un projet qu'il ne réalise pas lui-même, mais il a un projet s'agissant des enfants, de la manière dont on éducatif, voilà, qui va de ce public-là à un public infime et au fond presque qui n'existe à peine, qui existe sur le papier, qui est celui de ces perplexes. Puis au milieu, il a le public qui est les hommes comme lui, les gens à qui sont destinés son code. Superbe chant de mariée. Le texte date d'avant l'expulsion d'Espagne. C'est un texte en ladino, donc avec des mots turcs. Mama yo no tengo visto par Françoise Atlan. Nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire. Nous parlons dans cette semaine consacrée aux réformes religieuses, des réformes religieuses dans le judaïsme médiéval. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Pierre Bourrette, c'est une question assez simple sur Maïmonide. On a dit qu'il essayait d'accommoder la philosophie aristotélicienne avec la loi. Et vous nous avez bien dit, Maïmonide est un homme de la loi. Pour autant, on imagine qu'il a eu des adversaires, qu'il a eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Quand on essaye de toucher à quelque chose d'aussi intime que la religion, on a toujours des gens qui... Mais quels étaient, j'allais dire, techniquement, pratiquement, les termes du débat? Qu'est-ce qu'il voulait changer, Maïmonide? Qu'est-ce que d'autres l'accusaient de vouloir changer? Alors, la question permet de répondre à deux choses en même temps. Ses adversaires, Maurice Kriégel y a fait allusion tout à l'heure, ils viennent de ce qui est le centre justement alors on pourrait dire le conservatisme, le dogmatisme, en tout cas une certaine manière de concevoir la loi et de l'interpréter qui est savante. Il faudrait pas dire que ce sont des obscurantistes, des idiots. Ce sont des gens d'une très grande science, mais qui ont une position très dogmatique. Deuxième point, Maïmonide a subi de son vivant des attaques de ces gens-là. Et il a eu l'occasion d'y répondre dans un petit texte qui s'appelle le Traité sur la résurrection, qui est un texte tardif, qui est un texte où il répond à ces attaques, qu'on lit souvent comme son testament. Pas seulement parce que c'est pratiquement son dernier texte, mais parce que, amené à se défendre contre des accusations venues de ces gens-là, il est amené aussi à redéfinir son projet. Et si j'avais 2 minutes, mais je répète un tout petit peu plus tard, il y a 3 propositions à l'intérieur de ce texte qui, à mon avis, définissent le cadre de son projet, qui il vise et la méthode qu'il utilise. Maurice Kriégel, qu'est-ce qui choque tant dans ce que propose justement Maurice Kriégel, ce que propose Maïmonide? Alors, quel est le projet de Maïmonide? Pierre y reviendra, mais on a eu immédiatement, déjà du vivant de Maïmonide et immédiatement après sa mort, des débats très vifs
qui se sont étalés ensuite sur un siècle, autour de 1200 jusqu'au début du XIVe siècle. On a à répétition des débats sur les écrits de Maïmonide entre pro-maïmonidiens, qui sont en gros des rationalistes, partisans de la philosophie, et des adversaires dits rapidement traditionalistes, avec un choc extrêmement dur. C'est probablement le moment où les débats intellectuels à l'intérieur du monde juif ont été les plus vifs et ont d'ailleurs dessiné une carte du judaïsme qui ensuite va rester à peu près stable sur des siècles, avec un courant de l'étude talmudique au centre, des philosophes qui se réclament de Maïmonide, j'allais dire sur leur gauche, et puis les mystiques, les kabbalistes, avec une attitude très complexe à l'égard de la philosophie, qui serait plutôt sur la droite. Et cette carte, elle va ensuite se renouveler telle qu'en elle-même jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'à Mendelssohn. Jusqu'à Mendelssohn et au hassidisme de l'autre côté. Oui, Géraldine Roux. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Maurice Kriegel, c'est que cette carte, on dirait que Maïmonide lui-même la dessine. Il la dessine dans son Guide des perplexes, c'est-à-dire dans la parabole du palais. C'est un texte Alors expliquez la parabole superbe. du palais. Oui. C'est en fait, Maïmonide dit que cette image, mais c'est comme une image prophétique, qu'il lui vient à la fin de son traité, et il y a un palais avec un roi à l'intérieur, un palais qui comporte une chambre où il y a le roi, et depuis cette chambre, le roi gouverne toute la cité. Et il y a des gens à l'extérieur de la cité, ce sont ce qu'il appelle les barbares, ceux qui sont à l'intérieur de la cité mais qui tournent le dos au palais, les opposants. Et puis alors là, c'est là où ça va nous intéresser, que la foule des croyants qui aperçoit de loin le palais, mais ils se dirigent vers lui, mais ils savent pas trop comment. Donc ce sont toutes les communautés juives, c'est une sorte d'allégorie en fait des communautés. Et ils tournent autour du palais, voilà. C'est une rencontre, ils ne vont pas à la véritable rencontre. Ils ne vont pas à la Dieu. véritable rencontre. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont ceux qui justement tournent autour du palais, comme dit Maurice Kriegel, c'est pas la foule, ce sont les savants traditionalistes. Et qui tournent autour du palais, mais qui ne trouvent pas la porte d'entrée. Donc, ce qui veut dire que Maïmonide met à la porte du palais, c'est-à-dire du temple, tous les savants, de son temps, qui ne sont pas des perplexes. Donc, la perplexité, la porte d'entrée vers le temple, et qui va redessiner, complètement le paysage du judaïsme général. Pour des siècles, en l'occurrence Pierre Bourrette. Oui, alors Géraldine Roux vient de faire allusion à un chapitre qui est magnifique, qui est un des chapitres les plus difficiles du guide. Le guide la troisième partie du guide a 54 chapitres, celui-là est le chapitre 51, donc il est quelques chapitres avant le dernier chapitre, et il y a tout un jeu très subtil et extraordinairement compliqué entre ce chapitre 51, dont il dit c'est une sorte de conclusion, et le chapitre 54, qui est la conclusion de facto, parce que ce sont les dernières pages du livre. Donc ce texte est magnifique, on peut même pas y entrer au-delà de ce que vient de dire Géraldine, c'est-à-dire le fait que c'est une magnifique parabole. Mais une parabole pour Maïmonide, c'est un discours imagé, ça n'est pas une démonstration, ça montre, mais ça n'explique rien. Et donc ce chapitre est d'une extraordinaire difficulté parce qu'ensuite Maïmonide va expliquer la position des différents personnages, et dans cette explication on voit quelque chose qui alors est général chez lui dans toutes ses postures et dans toutes ses attitudes et dans tous ses écrits, c'est qu'il est au fond beaucoup plus indulgent vis-à-vis de gens qui ont peu de savoir mais pas de prétention, que vis-à-vis de gens qui peuvent avoir un très grand savoir, mais qui l'utilisent mal ou qui, à son avis, fourvoient dans une mauvaise voie. Et alors là, il y a la fin du premier livre du guide, des chapitres qui sont d'une extraordinaire brutalité intellectuelle à l'égard des motécalémines, des théologiens musulmans, mais dont il ne cache pas qu'il y a des équivalents dans le monde juif de son époque. Victor Massé-Lépinay. Oui, j'insiste avec ma question un peu pragmatique. Je voudrais savoir, est-ce que quelque chose change dans la pratique, dans la vie quotidienne des communautés juives qui suivent Maïmonide ou bien qui lui résistent pendant ces siècles-là? Qu'est-ce qui modifie Maïmonide? Oui, est-ce que c'est autre chose qu'un discours d'une certaine façon? Ce qui est intéressant, pardon Maurice, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas en Égypte, Maïmonide n'était pas lui-même soufi, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans cette parabole du palais, il y a de nombreux éléments du soufisme musulman intégrés dans la parabole,
et va naître le piétisme juif en Égypte, dont le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Maïmonide seront de grands dirigeants de communautés, intégrant justement en fait ces aspects que traite Maïmonide. Maurice Kriegel, puis Pierre Brouette. Il y a Maïmonide, et puis il y a ceux qui ensuite se réclament de Maïmonide, lesquels ont des Maïmonides extrêmement divers, et se réclament donc de divers Maïmonides. Ouais. En particulier, il y a donc des juifs éclairés, il y a donc ce qu'on a appelé les Lumières médiévales, et Pierre pourra en parler longuement. Et alors dans la pratique, beaucoup de juifs éclairés ont tendance à considérer que les détails de la pratique religieuse sont utiles, j'allais dire, pour un vain peuple, mais suscitent de leur part, à eux éclairés, une attitude un peu distanciée. Et donc, il y a des parts, non pas d'incroyants, d'incrédulité, mais enfin, tout ça est très compliqué. Il y a tout un milieu qui est assez effervescent autour d'un certain usage de Maïmonide. Pierre Brouette, vous nous disiez, il a des solutions, Maïmonide, justement, par rapport à ses perplexes, puisqu'il les propose, ces solutions. Quelles sont-elles et comment vont-elles être interprétées, justement, ces solutions, puisque nous arrivons bientôt à la conclusion de cette émission. C'est quoi les solutions de Maïmonide, justement, pour résoudre ce conflit entre la loi et la philosophie, ou la loi et la religion, la loi et la raison? Alors, premier point, les perplexes est un groupe minuscule de gens. C'est au fond un groupe qui n'existe à la limite pas. Il a créé le groupe auquel il parle. C'est dans ça que je dis que le guide est un livre performatif. C'est un livre qui crée un personnage en le décrivant. Donc les perplexes, ça n'existe pas. Les destinataires du Mishneh Torah, ça existe, il y en a dans toutes les yeshivot, partout dans la diaspora. Et Maïmonide savait parfaitement que ce livre pouvait, c'est pour ça qu'il a choisi la langue dans laquelle il l'a écrit, circuler dans toute la diaspora, et il l'a fait. Le guide des perplexes, il l'a aussi écrit en arabe, parce qu'il n'imaginait pas qu'il y avait ailleurs dans la diaspora des gens qui pouvaient s'intéresser à la philosophie, et qui donc pouvaient être perplexes. Et une des grandes joies de sa vie a été justement qu'il y avait en Provence une dynastie, les Ibn Tibbon, qui avait déjà commencé à traduire, et le jeune Samuel Ibn Tibbon qui va traduire en hébreu pour qu'il puisse être lu dans cette communauté, le guide des perplexes. Alors c'est les gens qui viennent de Grenade, ils viennent du même milieu que lui. Ils sont allés vers le nord au lieu d'aller vers l'est. Et ils sont venus même quelques générations avant lui. Oui. Alors c'est là qu'on peut retrouver ce que disait Géraldine, c'est-à-dire ce chapitre 351, il est d'une extrême complexité. Géraldine disait, il contient des éléments de mystique, moi j'en suis pas sûr. On continue de discuter là-dessus, on continue de penser, de se battre sur la question de savoir si le fond du guide, et en particulier ce chapitre, c'est de la mystique soufie ou quasi-soufie, ou est-ce que c'est simplement de l'aristotélisme et la défense de la vie contemplative, de la vie théorétique. Et c'est vrai que la réception du guide, dans les générations qui ont suivi, c'est réparti entre ces deux tendances. Globalement, la réception, Maurice disait rationaliste, philosophique. Le guide deviendra très rapidement, dans un cursus scolaire, viendra se ranger à côté de la métaphysique d'Aristote, au sommet du cursus des études. Et puis alors un milieu le plus proche de Maïmonide, puisque c'est ses enfants, c'est ses descendants. Son fils Abraham, ça va, c'est un rationaliste. Il imite le modèle de son père, mais il s'intéresse pas beaucoup à la philosophie. Et ensuite, les générations successives, jusqu'à la 3e, 4e génération, ça devient du soufisme, ça devient et donc au fond, je pense que ça devient plus très intéressant, en tout cas par rapport à... C'est vous qui le dites. Non, c'est pour ça que je dis bien, dans un conflit d'interprétation sur lequel il y a des désaccords qui persistent très profonds, il y a deux interprétations, en tout cas contradictoires, et qui se retrouvent aujourd'hui, au fond, dans le monde savant. Maurice Kriegel, vous qui êtes spécialiste justement de ce judaïsme ibérique, pourrait-on dire, c'est écrit en arabe, c'est lu donc par d'autres que des juifs d'Al-Andalus, par exemple. Est-ce qu'on sait si cette philosophie de Maïmonide, et en particulier ce guide des perplexes, est utilisée et va nourrir la philosophie arabe de l'époque? Précisément, ce sont des juifs venus eux aussi d'Al-Andalus qui vont traduire en hébreu le guide des égarés, très vite d'ailleurs, du vivant de Maïmonide. C'est quelqu'un qui s'appelle Samuel Ibn Tibbon, dont la famille est elle-même venue du monde d'Al-Andalus, et qui est établi dans le sud de la France.
les Ibn Tibbon et des gens un peu de même origine, de même milieu, de même profil culturel, on les retrouve à Lunel, qui est un grand centre, à Montpellier, à Béziers, et Samuel Ibn Tibbon traduit en hébreu le Guide des Égarés, en écrivant un Maïmonide pour lui demander son avis, son autorisation, son accord sur tel ou tel passage. Mais ça n'est pas traduit dans les langues latines ou c'est traduit tardivement dans les langues latines? C'est traduit tardivement dans les langues latines. C'est traduit en latin, tardivement, par Buxtorf. Et le livre a circulé dans le monde latin. Et on le retrouve d'ailleurs sur la table de Hegel, qui en a un exemplaire, qui va dire quelques mots sur ce livre. Maurice Kriegel? Oui, enfin, il y a une traduction de Buxtorf qui a beaucoup compté, mais il y a une traduction latine du XIIIe siècle qui a été utilisée, et puisque Thomas d'Aquin le lit, enfin, c'est toute une histoire, celle du maïmonidisme dans le milieu chrétien latin. D'ailleurs, Maïmonide va influencer, par l'intermédiaire de Thomas d'Aquin, Maître Eckhart, qui était un grand mystique rhénan, et qui cite textuellement Maïmonide. Enfin, pour parler un peu contre ma paroisse, si je puis dire, l'avéroïsme a eu plus d'influence dans le monde latin que le maïmonidisme. Il faut malheureusement bien le reconnaître. Je crois que dans la moyenne durée, c'est quand même plutôt dans l'environnement plus immédiat de Maïmonide que sa réception s'opère. Un bref mot pour conclure, Maurice Kriegel. Oui, je ne suis pas là-dessus en désaccord avec. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter justement à la fois Maïmonide, mais également tout le milieu de cette époque-là. Donc, merci à vous, Géraldine Roux. Je rappelle que vous avez donc publié un livre, co-dirigé un livre avec Marianne Septi et Daniel Cohen-Lévinas, Mystique et philosophie dans les trois monothéismes. C'est chez Hermann, ça va me paraître, mais on attend avec impatience désormais, donc pour fin 2016 ou début 2017, votre livre Au seuil, Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse, qui sera en débat et en discussion, j'imagine, avec le livre de Pierre Bourrès, Lumière du Moyen-Âge, Maïmonide philosophe, qui vient tout juste de paraître chez Gallimard. Et pour votre part, eh bien, on peut trouver tous vos ouvrages précédents, évidemment, Maurice Kriegel, mais le dernier qui vient tout juste de paraître, vous avez participé à un collectif dirigé par Paul Salmona et Juliette Simon sur Saint-Louis et les Juifs, politique et idéologie sous le règne de Louis IX, aux éditions du Patrimoine. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Jean-Guilain Mège était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres de cette série sur les réformes religieuses préparée par Victor Massé de l'Épinay sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les télécharger les écouter pendant 3 ans, les télécharger pendant 1 an. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous nous promènerons dans l'exposition Le secret de l'État qui vient d'ouvrir aux Archives nationales à Paris.